Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Elle rêvait de relancer le kiosque à chichi. Elle sera une de ces personnalités fortes de ce lien que je veux renouer entre la mairie et les Toulonnais. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Alors je vous donne rendez-vous dans nos rues, sur nos marchés, pour convaincre que l'avenir de Strasbourg s'écrit à gauche. S'il faut que cette longue marche du peuple français vers la liberté, l'égalité et la fraternité reparte d'un endroit, alors elle partira de Roubaix. Paris valait bien une messe. Aujourd'hui, Paris vaut bien mieux que le PS. Moi, j'appelle tous les Parisiens, je vous appelle tous. Je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous faire confiance. Faites-moi confiance. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Bonjour, nous voilà à Paris, première ville de France et peut-être même première ville en France, siège du pouvoir politique, du pouvoir culturel et de tant d'autres choses encore. Ville centrale s'il en est, car c'est d'ici que les rois de France allaient construire leur royaume province par province et entourer leur chétif domaine d'un vaste territoire à laquelle ils allaient donner leur langue. Ici, dans la capitale, 4 listes principales s'affrontent, celle d'Emmanuel Grégoire, de la majorité sortante, maire adjoint d'Anne Hidalgo qui a décidé de ne pas se représenter, celle de la candidate LR et désormais ex-ministre de la Culture Rachida Dati, celle de Pierre-Yves Bournazel, candidat à Horizon, et celle de Sophia Chikirou, candidate de la France Insoumise. Les derniers sondages les classent dans cet ordre pour ce tout nouveau mode de scrutin qui doit donner à Paris seulement le 8e maire de son histoire depuis Jean-Sylvain Bailly qui a remis au roi Louis XVI la cocarde aux couleurs de Paris. Cap sur l'accessibilité. Je suis avec Clémence. Clémence, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Donc moi je m'appelle Clémence, j'ai 35 ans, j'ai grandi à Angers jusqu'à mes 20 ans et en fait je suis venue à Paris en 2011 pour mes études de kinésithérapie et après exercer mon métier de praticienne en massage bien-être. Alors vous êtes non-voyante ? Oui, et donc, de naissance. Si vous deviez dresser un tableau, si on veut, de l'accessibilité à Paris pour les personnes non-voyantes ou déficientes visuelles, qu'est-ce que vous en diriez ? Bon, alors après, moi, j'ai habité dans 4 quartiers différents et j'ai eu, je sais pas si c'est une chance, mais moi j'ai toujours habité dans des quartiers où il y avait déjà beaucoup de déficients visuels présents du fait du quartier où il y avait mon école. Là, c'est ici, actuellement dans le 12e, c'est une résidence où la personne qui demande à rentrer dans cette résidence doit être déficiente visuellement. Et alors, je ne sais pas si ça joue, mais en tout cas, le petit avantage que j'y trouve, c'est que par exemple, pour les carrefours, il y a quand même, moi, en tout cas dans les endroits que j'ai fréquentés, il y a quand même beaucoup de feux sonores qu'on peut déclencher avec une petite télécommande. En appuyant sur un bouton, il y a quand même il y a du monde et du coup, les gens... Les passants sont habitués à voir des personnes avec des cannes blanches, des maîtres de chiens guides. Et l'accessibilité en général, dans les quartiers que je fréquente, alors moi je prétends pas du tout connaître Paris par cœur. Moi aujourd'hui, si demain vous me demandez d'aller dans le 18e, je ne connais pas du tout. Enfin, je pourrais aller rejoindre un métro, parce que j'ai à peu près le plan de métro en tête, mais ouais, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, parce que ce serait mentir. Mais dans Paris, et même en banlieue, puisque ça m'arrive d'y aller pour le travail, Paris intramuros, il y a quand même, même la banlieue lointaine, il y a quand même beaucoup de feux sonores, donc on peut déclencher à la télécommande. Il y a maintenant les bandes podotactiles, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les petits points liés au sol sur les passages piétons, c'est quand même systématique. C'est pareil, les bandes de vigilance au niveau des escaliers des stations de métro, c'est quand même assez systématique. Ouais, il y a quand même... On peut pas dire qu'il n'y a rien, quoi. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Parce que maintenant, c'est vrai qu'avec l'essor des pistes cyclables, alors c'est très bien, hein, je suis pour les vélos et je fais partie d'un club de tandem, donc ce serait pas très cohérent de dire que je suis contre les vélos. Mais par contre, c'est vrai qu'elles sont pas toujours bien marquées au sol et le relief, c'est pas bien marqué en relief et des fois je sais que je me suis retrouvée sur ces pistes cyclables sans le savoir et ça par contre à la canne blanche c'est dangereux. Et après ce qui est problématique c'est que
Mais ça, c'est l'éducation des gens pure et dure, c'est que les vélos, ils aiment bien se croire tout permis et griller les feux rouges. Et parfois, j'ai quelques frayeurs. Mais j'ai plus de frayeurs avec les vélos qu'avec les voitures. Voilà. Comme problème, il y a la signalétique des pistes cyclables, qui est pas du tout... qui est, à certains endroits, on sait que ça l'est parce que le sol il change, mais on sait. Je sais que ça signifie ça parce qu'on me l'a dit, mais en soi c'est pas... faut le savoir. Je fais du tandem dans un club, alors moi j'en fais pas en ville, mais je fais du tandem. Si, alors moi, comme je disais, j'ai grandi à Angers, mais ma famille habite encore et ça m'arrive avec mes parents de prendre le tandem pour aller faire des courses en ville. Je peux pas. Donc je reconnais que ça m'énerve aussi quand il y a des piétons qui sont garés, qui marchent n'importe où. Et voilà. Comment dire, je disais que, par exemple, dans le cadre de mes loisirs pour un club sportif, j'avais été dans le 93 et c'était un trottoir pas très large, qui devait faire peut-être 2 mètres de large, pas plus. Et c'était commun avec une piste cyclable, mais il n'y avait aucun signe repérable à la canne blanche. Une fois, je m'étais fait littéralement crier dessus par un cycliste qui arrivait derrière moi. Lui, je pense que comme j'étais de dos, il n'a pas vu que j'étais à la canne blanche. Après, quand je lui ai montré ma canne, il se sentait un petit peu bête, mais moi j'étais trop fâchée contre lui, contre la voirie, contre les autorités qui ont construit cette piste cyclable. J'étais trop fâchée pour lui dire, pour le pardonner aussi, quoi. Mais... Justement, dans les nouveaux modes de transport, trottinette, vélo et tout ça, est-ce que ça perturbe, est-ce que ça amène une complexité différente ou une complexité nouvelle dans la manière de se déplacer quand on se déplace avec une canne ? En fait, c'est plus la discipline individuelle. C'est vrai que les vélos et les trottinettes ont tendance parfois à pas toujours respecter le code de la route. Mais en soi, si chacun respectait le code de la route, et c'est vrai que des fois les vélos, les trottinettes, ils arrivent très très vite au passage piéton. Et alors après, moi, j'ai pris le parti de faire ma place et j'y vais. Mais je vois bien qu'il y en a qui pilent devant moi. Parfois, il y en a qui grillent les feux. C'est plus, oui, voilà, c'est plus ça, mais en soi, moi je suis pour. Comme je disais, je fais partie d'un club de vélo, voilà, je suis pour. Dans l'accessibilité, notamment, on parle de la voirie, mais aussi de l'espace public, quand on entre dans un bâtiment public, dans un bâtiment qui reçoit du public, est-ce qu'il y a quelque chose, qui vous pose problème ou qui restreint votre fonctionnement au quotidien ? Dans l'espace public, si on parle d'espace public à proprement parler, c'est plus les trottoirs qui sont encombrés des vélos mal garés, des trottinettes mal garées, des poubelles, des choses, des obstacles en hauteur, type, par exemple, comment ça s'appelle, les eurodateurs, là, c'est pas tellement en hauteur, mais c'est que ça dépasse quand même du mur, donc c'est à hauteur d'épaule. Des petits plots là, pour empêcher les voitures de stationner sur les trottoirs. Alors c'est très bien dans l'idée, sauf qu'il doit y avoir, je sais pas comment ça s'appelle, mais il doit y avoir quelque chose en haut qui dépasse, et je sais que moi j'arrive quand même à me les prendre dans l'épaule. Pour moi c'est à hauteur d'épaule, alors que je balaye vraiment bien avec ma canne blanche. Et c'est plus voilà, les poubelles, les obstacles en hauteur, les travaux. Alors, moi j'aime bien croire qu'il faille faire des travaux, c'est pas le problème, mais c'est plus les travaux qui sont non sécurisés, où il n'y a pas de barrière pour signaler. Des fois ils mettent des plots, mais la canne blanche elle peut passer entre les plots. Ouais. Après si on parle d'établissement recevant du public, là pour le coup c'est pas trop la voirie, mais ça c'est pareil, moi j'y vais pas toute seule parce que c'est... ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un pour nous accompagner après dans l'enceinte de l'établissement, et ça... En France, par expérience, les gens ils aiment bien dire c'est pas mon poste, donc j'ai pas le droit de quitter mon poste. Mais même dans les mairies, je sais une fois j'avais été faire mon passeport, et il y avait un vigile ou un agent de sécurité, je sais pas trop, à l'entrée. Il m'a dit moi je peux pas vous accompagner parce qu'il faut que je garde l'entrée. Bon, peut-être, mais donc il peut pas téléphoner à un collègue pour venir me guider dans le bon service. Bref, c'est ça, c'est un peu problématique. Et aujourd'hui les gens pensent, il m'a répondu mais vous devriez être accompagné par quelqu'un. Donc aujourd'hui, les gens pensent qu'on doit être accompagné pour tout, alors que normalement, si on veut vraiment prôner l'inclusion et l'accessibilité, c'est aussi accepter que les personnes en situation de handicap visuel
mais aussi, peu importe, visuel, moteur, mental ou auditif, soit seul. Sinon, c'est pas ça l'inclusion, c'est pas ça l'accessibilité. S'il faut être accompagné pour tout, c'est pas ça. Après, alors moi j'ai quand même la chance d'être beaucoup autonome avec ma canne blanche et d'être technophile, de bien savoir utiliser mon smartphone. Il y a des choses que je m'empêche de faire seule, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles, Dieu merci, j'ai trouvé des stratégies de contournement. Par exemple, je sais que les courses alimentaires, moi je vais pas au magasin, je vais pas dans les grandes surfaces seule, parce que je sais qu'ils sont pas... malheureusement, les vendeurs, là où j'aimerais aller, la majorité des vendeurs n'est pas du tout bienveillant pour aider les personnes déficientes visuelles. J'y suis allée 2-3 fois, et 3 fois ça s'est mal passé, donc j'ai dit j'irai plus. Et disons que les gens ils vont dire on peut pas vous aider maintenant, mais revenez demain à 14h. Enfin, voilà, moi si j'y vais à 18h, c'est que j'ai pas le choix, parce que je travaille, parce que j'ai pas le choix. Et que normalement, si on veut vraiment parler d'inclusion, d'accessibilité et tout, on doit pouvoir aller faire les courses quand on veut, à l'heure qu'on veut. Pareil, oui, quand j'ai besoin d'aller faire une course comme du shopping ou je ne sais pas quoi, en fait, je m'empêche d'aller seule, parce que je sais que ça va être une vraie galère, parce que je vais devoir trouver un vendeur au magasin. Après, potentiellement, c'est pas le bon vendeur, donc il va appeler un collègue. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Donc, en fait, après, moi, du coup, j'arrive quand même toujours à trouver des stratégies, soit j'ai quelques connaissances qui voyantes dans le quartier, donc je leur demande de m'accompagner, ou alors il y a quand même des associations qui mettent en place des bénévoles pour accompagner les personnes déficientes visuelles, donc j'arrive aussi à faire des demandes, mais en fait tout ça il faut anticiper, et normalement dans un monde idéal je devrais pouvoir y aller. J'ai envie de m'acheter un pantalon, j'y vais, mais malheureusement c'est pas comme ça. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Sur le sujet de l'accessibilité universelle. Un peu plus tard, dans une ambiance moitié réunion de campagne, moitié conférence de presse, Lamia et Larage présentent à nos micros quelques mesures d'Emmanuel Grégoire en faveur de l'accessibilité handicap. Ma question c'est, on recense régulièrement des personnes déficientes visuelles ou des personnes âgées qui manquent de chuter ou qui chutent carrément dans des trous de travaux laissés sans protection, sans signalisation. Comment est-ce que la mairie a géré jusque-là ces drames et comment on compte les prévenir à l'avenir avec la prochaine mandature? Alors déjà, sur les drames en tant que tels, l'objectif est qu'ils ne surviennent pas. Je vais y revenir. Quand ils surviennent, il y a des procédures d'indemnisation qui passent en délibération au Conseil de Paris avec une évaluation de l'indemnisation qui doit être faite aux personnes qui malheureusement ont chuté ou ont eu des dommages liés à une problématique sur la voirie. Sur la question de la voirie, déjà il faut savoir que moins de 10% des chantiers parisiens sont du ressort de la ville de Paris. Souvent ce sont des travaux d'Enedis, de GRDF ou de prestataires privés. Jusqu'à maintenant, c'était les prestataires qui étaient concernés par les chantiers qui étaient chargés de, en gros, finaliser les travaux et donc notamment reboucher les trous de voirie, enlever les barrières, débarrasser, etc. Dans le programme d'Emmanuel Grégoire, ce qui est prévu, c'est de réinternaliser cette fonction de finalisation des chantiers de façon à garantir qu'ils soient faits dans des délais qui soient acceptables, donc rapides, et qui soient faits proprement et de façon homogène. Parce que souvent, quand vous avez un prestataire, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent différents chantiers dans Paris et ils se disent on va boucher tous les trous en même temps, ce qui parfois peut laisser un laps de temps de plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'ils interviennent sur la chaussée. Ensuite, il y a un sujet sur lequel on travaille avec différentes startups sur comment est-ce qu'on est en capacité de mieux indiquer les chantiers, notamment via des applications, par exemple StreetNav qui existe, pour qu'une personne déficiente visuelle ou aveugle ou une personne qui est en perte d'autonomie ou qui a des problématiques de locomotion puisse identifier en amont ces chantiers et être mieux informé, mieux équipé pour pouvoir du coup les contourner et éviter de tomber sur une problématique liée à un aménagement de voirie qui soit défaillant ou un chantier qui oblige à un contournement qui ne soit pas forcément accessible. La question des terrasses, alors on a vu qu'à partir de la Covid, on avait permis aux terrasses de pouvoir s'étendre un petit peu pour rattraper le manque à gagner enregistré à cause de la pandémie. Depuis, les terrasses ne sont pas rétrécies, parfois s'étendent sur tout le trottoir jusqu'au bord des chaussées. Comment on compte gérer ces problèmes de terrasses qui laissent plus de place pour des personnes en fauteuil notamment? D'abord,
Les terrasses éphémères sont aujourd'hui sanctuarisées, effectivement, sur une période donnée dans l'année. Donc, ce n'est pas toute l'année, c'est uniquement au beau jour. Et c'est sur des horaires qui sont restreints, c'est-à-dire que c'est jusqu'à 22h maximum. Et normalement, une terrasse, qu'elle soit éphémère ou qu'elle soit permanente, doit respecter le passage des personnes à mobilité réduite. Et normalement, vous avez un métrage très précis, c'est qu'il faut laisser un cheminement de chaussée de 1,10 m de largeur. Toutes les terrasses, qu'elles soient éphémères ou qu'elles soient permanentes, doivent respecter cette réglementation. Et quand elles ne le font pas, elles sont sanctionnées. Et quand elles sont sanctionnées donc par la police municipale qui passe régulièrement effectuer des contrôles, elles sont retirées pour une période temporaire. Donc, par exemple, ça peut être une sanction d'1 mois ou de 3 mois. Et si la personne récidive, le gérant, le tenancier de l'établissement récidive, dans ce cas-là, nous ne lui donnons plus d'autorisation de terrasse, qu'elle soit éphémère. Et parfois même, on va jusqu'au retrait du droit de terrasse sur des terrasses qui sont permanentes. Merci d'avoir suivi cet épisode. Retrouvons-nous très vite pour le prochain à Rennes. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.